Shalom, bienvenue dans cet espace de reportage ici dans la télévision Chemin de l'Éternel. Plus de 200 millions de filles et de femmes dans le monde ont été victimes d'excision ou mutilées génitalement. Une pratique donc cause très ancrée dans les traditions ont des conséquences désastreuses. Et pour faire face à cette pratique, les réseaux suisses contre l'excision soutenus par les services de cohésion multiculturelle ont organisé une journée de sensibilisation pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Reportage Mimicha Da Silva. Qu'est-ce que c'est la mutilation génitale féminine? La mutilation génitale féminine, appelée excision, désigne l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins extérieurs. Les mutilations génitales féminines constituent une violation manifeste des droits humains. Les complications liées à l'excision sont nombreuses. Problèmes vaginaux, saignements abondants, infections, douleurs en urinant, complications lors des grossesses et des accouchements, détresse psychologique, entre autres. Cette pratique qui touche 200 millions de filles et de femmes dans 29 pays du monde se déroule principalement en Afrique. Estime que 3 millions de filles risquent tous les ans de subir des pratiques traditionnelles néfastes. La Somalie et la Guinée sont les deux pays les plus touchés, suivis du Soudan, Égypte, Mali, Sierra Leone et Érythrée. Dans la plupart des cas, les conséquences catastrophiques de cette forme de mutilation génitale féminine sont inconnues de la population la pratiquant. C'est pourquoi il est primordial pour éradiquer la pratique d'informer la population sur les conséquences de l'excision. L'organisation contre l'excision en Suisse et les services de cohésion multiculturelle ont organisé une journée de sensibilisation contre l'excision à la Chaux-de-Fonds vendredi le 9 février. Je suis Nadia Bizal, je travaille pour Caritas Suisse, je suis responsable pour la prévention d'excision et je suis ici pour le réseau contre l'excision suisse. Et le but de cet après-midi, c'était de communiquer avec les communautés ici à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, au canton, qui sont concernées de ce sujet des MGF et de vraiment de parler de toutes les conséquences qu'il y a, les MGF, et aussi de dire qu'il y a beaucoup de ressources aussi ici au canton. Il y a des compétences, il y a des institutions qui sont vraiment formées et c'est important de les contacter. Et le but, c'est d'informer, de présenter aussi la prise en charge médicale qui est à disposition pour les patientes qui ont des éventuelles complications des mutilations génitales et aussi discuter ensemble avec les communautés. Alors le but de cette rencontre, c'est bien sûr de rappeler les droits et devoirs des femmes migrantes, de les informer en ce qui concerne la question des mutilations génitales féminines, qui est une coutume aujourd'hui dépassée et qui doit absolument cesser. Parce que nous avons à cœur de protéger nos jeunes enfants, de protéger nos jeunes filles. Toute l'Afrique est aujourd'hui d'accord de dire que cette pratique doit cesser. Et ici, nous qui sommes à l'Occident, nous avons cette tâche de continuer le travail de prévention. Des journées comme celle-ci servent à rappeler aux nouvelles arrivantes qu'elles ne doivent pas pratiquer cette pratique, qu'il y a des conséquences médicales qui peuvent aboutir jusqu'à faire cesser la vie de quelqu'un. Et donc aujourd'hui, il est question de se mobiliser pour éliminer complètement cette pratique. C'était évidemment le but de cette journée. Je l'ai trouvé bienveillant pour le coup. Et c'est vrai que des fois, on s'attend à ce qu'on soit plus stigmatisé en utilisant certains termes
qui rappellent un passé colonial, des choses comme ça. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir en fait recentrer ces femmes qui ont survécu à tout ça. Donc, merci pour ça. Et moi, j'avais une autre question. J'aurais voulu savoir, tout à l'heure, vous aviez dit que certaines personnes demandent à être refermées. Est-ce qu'elles demandent à être refermées parce qu'au moment de l'accouchement, elles subissent ce qu'on appelle une épisiotomie, je crois? Est-ce que c'est en lien direct ou juste pour refaire ce qu'elles avaient à faire? Femmes qui sont habituées à avoir des organes plus fermés et aussi où il y a des idées liées à ces organes fermés, qui sont très fixées dans leurs croyances. Ça peut être difficile de dire on va laisser après ouvert. Mais quand on explique, dans la majorité des cas, la femme comprend que dans ses intérêts de sa vie de tous les jours et de ses prochaines grossesses aussi, c'est plus facile de laisser ouvert les organes. ግን ዝኾነ ዓይነት ናይ ጥዕና ፀገም ከምዘምፅእ ኣይኮነን ግን ናልባት ንሳ ኣብ ርእሳ ብእምሮኣ ትስእሎ ነገራት እንታይ እዩ ወይ ልሙድ ወይ ዝፀንሓ ንተዓፅያ ክትፀንሕ ከምኡ ዝብል ባህልታት ወይ ዝኾነ እምነታት ክህልዋ ይኽእል እምበሪ ወላ ሓንቲ ንዓ ዘንፀላ ሳዕቤናት የለን. Et je vais répondre avec des données, parce qu'entre 2010 et 2014, on a regardé combien de femmes demandaient d'être refermées après l'accouchement. Sur 196, il y en a eu juste 8 qui ont demandé, donc c'est vraiment une minorité. Il y a des études qui viennent d'Angleterre où la prise en charge est plus rapide, il n'y a pas une consultation, puisque non, si les dames elles viennent à la consultation spécialisée, on a le temps de discuter, de discuter. Et c'est pas simplement non madame c'est comme ça et ici on ne le fait pas, parce que bien sûr sinon on ne comprend pas la raison pourquoi on est en train de me proposer de ne pas refermer. On explique les raisons et la femme elle participe dans sa prise en charge d'elle-même comme pour tout, mais non même pour toute intervention il faut signer un consentement, il faut comprendre les choses. Et donc de ces 8, elles venaient toutes du Corne d'Afrique, Soudan, Érythrée, Somalie. Aucune de ces 8, avec la prise en charge qu'on fait quand la dame demande d'être refermée, après une année, mais dans certains cas ça a pris une année, des discussions, travail, etc. Ils n'ont pas voulu de refermeture. Mais ce temps, il est utile parce que ça permet de discuter des contraceptions, de dépistage, de santé en général, donc c'est pas juste ça. Dans ces 196, par contre, il y a eu un cas de Soudan. La femme, elle est venue juste accoucher à l'hôpital, on l'a vu pendant la grossesse. On n'a pas vu pour ces 2 grossesses et son postpartum après. Et après, elle a consulté les urgences suite à une refermeture au Soudan. Donc un départ à l'étranger pour avoir une refermeture. C'est-à-dire, je n'ai jamais su qu'il y avait jusqu'à 3 sortes d'excisions. Aujourd'hui, je suis informée pour moi-même et je suis en même temps outrée. Je ne peux pas savoir comment est-ce qu'il peut y avoir une pénétration si les lèvres sont fermées complètement. Ça, j'arrive pas à comprendre. C'est bête, mais j'aimerais, vous qui avez eu si vous voulez, l'habitude de rencontrer ces femmes, si elles vous ont expliqué comment ça se fait, ça vraiment, je ne comprends rien. Donc j'aimerais savoir. Après l'accouchement encore, demander de refermer, vraiment, elles ont besoin d'aide. Parce que c'est pas possible. Le nord, non, une partie de l'ouest et le nord, ça c'est une pratique courante. Ça, par exemple, je vais dire 2 choses avant de répondre à la question. Par exemple, ça peut arriver maintenant avec une information croissante sur ces sujets, qu'il y a une femme qui n'a pas eu d'excision, mais qui vient de Nigeria, Côte d'Ivoire, d'une partie où ça ne se fait pas, et les médecins, mais vous êtes sûr que vous n'avez pas ça? Et je vais regarder, il s'inquiète pour sa fille et tout ça. C'est pour ça que je le dis, il y a une diversité, parce qu'on a des pourcentages. Quand on va dans un Nigeria, par exemple, un certain pourcentage, ce pourcentage, il peut être concentré dans un certain endroit. Donc il faut que les médecins ils sachent tout ça. Voilà. Pour votre question par rapport à l'infibulation. Alors, ça, il y a au Soudan, en Somalie, dans certains pays d'Érythrée, en Sierra Leone aussi, en Gambie, donc c'est différents pays. Pour généraliser un peu, dans certains endroits, la première nuit de mariage, le mari doit ouvrir la cicatrice. Cette cicatrice, elle n'est pas toujours très fermée. Parfois, elle est un peu plus ouverte.
Par contre, quand c'est très fermé, c'est bien sûr douloureux pour la femme, pour l'homme aussi. C'est difficile pour les deux. Quand c'est trop fermé, même en Somalie, parfois le couple peut aller chez un médecin et demander d'ouvrir la cicatrice. Parfois, la femme peut tomber enceinte quand c'est pas encore ouvert et quand c'est encore petit, donc sans pénétration complète pénienne, par exemple. Donc, mais après, il y a eu des études pour dire comme la sexualité ne dépend pas que des organes génitaux. Il y a eu des études qui ont analysé la fonction sexuelle des femmes. C'était un groupe, la majorité venait des Somalies, mais il y avait aussi des femmes d'autres pays. Et ils ont vu avec les années, malgré des rapports sexuels difficiles au début, douloureux, surtout jusqu'au premier enfant par exemple, où la cicatrice a été ouverte, si la relation des couples était satisfaisante, si tout ça était vécu, où tout le monde avait ça et c'était considéré normal, s'il n'y avait pas d'autres complications qu'on a mentionnées, de kystes, de douleurs chroniques, etc., elle pouvait quand même, malgré ces rapports si douloureux au début, avoir du plaisir sexuel plus tard. Par contre, les femmes qui vivent tout ça ici, où c'est pas normal de vivre tout ça, là il y a plus de conséquences sexologiques à cause de ces douleurs initiaux. C'est pour ça que cette opération faite avant les rapports, c'est vraiment une promotion de la santé et évite d'avoir ces douleurs lors des premiers rapports. Donc c'est vrai que, alors souvent, la population de ces patientes, elle ne parle pas français, elle est dans un foyer, elle est référée à quelque part et elle ne sait pas qu'il y a tout ça. Et il n'y a pas la langue aussi ou les moyens pour dire non, vous, docteur, vous ne connaissez pas ça, adressez-moi au CHUV ou aux HUG ou au réseau ou au planning familial ou à Neuchâtel. C'est ça qui manque. Ou s'il y a une mauvaise prise en charge à l'accouchement, elles ne vont pas écrire un courrier pour se plaindre. Et donc c'est là qu'on doit travailler pour former que les soignants ils puissent bien prendre en charge. Aussi dans certaines régions. Mais ce que moi j'aimerais savoir, c'est, vu la campagne qui se passe dans le monde entier maintenant, est-ce qu'il y a des jeunes couples, c'est-à-dire des garçons, des jeunes hommes, qui sont venus vous voir pour demander l'ouverture de sa femme? Pendant le suivi de grossesse ou avant une chirurgie, ça dépend. Parfois ils attendent dans salle d'attente, parfois ils viennent après le début de la consultation et ils rentrent à la fin de la consultation. Je dirais les partenaires sont vraiment une ressource dans notre travail. Des supports, de dialogue, parfois ils parlent mieux la langue parce qu'ils sont arrivés avant ou ils travaillent déjà, donc c'est vraiment une ressource. Après ça, c'est en général, bien sûr qu'après, il faut toujours faire attention. Nous, on est tenu au secret médical pour tout. Donc, on travaille toujours d'abord avec la patiente. Et si elle veut, on fait entrer les partenaires. Prévention aussi, quand on parle de prévention chez les petites filles, avec les mamans, on essaie toujours de parler pas juste avec les mamans, mais aussi avec les papas. Bonjour à tout le monde. Je suis Dorcas, congolaise. Ma question, il y a deux questions que je voulais poser. Est-ce qu'il y a une commission mise en place dans deux pays d'origine qui fait des excisions? Et des commissions comme ça, là, comme engagées dans l'OMS,
qui interdit formellement, comme on connaît bien les conséquences, qui interdit vraiment de faire des ablations des organes génitaux? Oui, il y a beaucoup d'organisations non gouvernatives et gouvernatives qui travaillent à plusieurs niveaux, pas juste médical, mais social, politique. Ça, il y a beaucoup, mais depuis très longtemps. Après, c'est vrai qu'on a besoin de l'évaluation des campagnes, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été accepté ou pas. Donc ça, c'est un peu la science, comme je dis dans la médecine aussi. Si on ne regarde pas ce qui marche, après, si on trouve l'intervention qui marche, on peut la reproduire. Il y a des endroits aussi où on teste des rituels alternatifs, par exemple, physiques ou pas physiques. Et comme vous venez des Congo, je n'ai pas du tout. Oui. Est-ce que les associations au pays d'origine? Comment? Les associations au pays d'origine, c'était ça ton question? Oui, des organes, des commissions dans les... Ouais. Après, l'OMS, là, c'est ses offices régionaux aussi, donc chaque fois, il y a des mondes. En termes de conséquences juridiques suisses, toute personne qui pratique l'excision viole les droits humains, en particulier les droits à la protection contre la violence à l'égard des femmes et des filles. L'État sont tenus de protéger les filles et les femmes contre l'excision et de leur venir en aide. En Suisse, les interdictions portant sur les mutilations génitales féminines sont inscrites dans l'article 124 du Code pénal, puni jusqu'à 10 ans de prison. Donc en cas de risque ou lorsqu'on n'est pas d'accord, si quelque chose comme ça se prépare, on peut s'adresser à cette autorité. Il faut s'adresser à celle du lieu de domicile de l'enfant. Donc si l'enfant est domicile à Chaux-de-Fonds, il y en a une à Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, il y en a aussi une à Neuchâtel. Et cette autorité va ensuite rendre des mesures de protection adéquates, comme la loi les appelle. Donc, par exemple, en cas de voyage, comme je vous ai dit, c'est interdire le voyage à l'étranger. C'est demander le dépôt des papiers au tribunal pour être sûr que les personnes ne sortent pas de Suisse, pour limiter un maximum le risque de voyage de l'enfant. Et puis, d'après les renseignements qu'on m'a donnés, on peut aussi envisager de demander, par exemple, aux parents ou aux personnes qui projettent de faire ça, en général les parents, de les astreindre à suivre des cours, par exemple des cours de sensibilisation, pour essayer de les rendre attentifs à ces conséquences. Voilà, puis théoriquement, pour protéger l'enfant, cette autorité peut aller jusqu'à prononcer des mesures de restriction du droit de visite et de retrait de la garde en attendant que le risque soit passé. J'imagine toujours en parallèle avec des mesures de sensibilisation. Voilà, donc j'arrive à la fin. Donc en résumé, si on veut, on voit qu'au niveau suisse, c'est une infraction qui est considérée comme grave. Il y a eu des modifications législatives pour pouvoir mieux la réprimer. Et puis il y a cet article 124, donc avec des peines menaces très élevées au niveau pénal. Et puis au niveau du type de séjour, bon, il y a ce mécanisme de l'expulsion pénale qui est aussi critiquable sans doute, mais qui rend la condamnation à une excision encore plus grave. Et pour finir, on a tout ce mécanisme au niveau civil qui permet, pour protéger l'enfant, de rendre des mesures assez lourdes aussi. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
arrivés à la fin de ce reportage. Merci de nous avoir suivis. C'était bien moi, Mimi Chada Silva, derrière la caméra, Rite Lastblime, télévision Chemin de l'Éternel, à votre service. À la prochaine fois.